Et salut à tous. Alors, on continue et on termine ce programme de mini formation. On est maintenant fin août. C'est le dernier cours des 5 que je vous ai proposé. On va terminer par le sujet de la photo en intérieur. Donc, je vais vous donner 2-3 petites clés pour essayer d'améliorer vos photos en intérieur et de réussir à faire des photos en intérieur. Donc, pour rappel, vu que c'est le dernier cours, vous avez les 4 premières vidéos, les 4 premières mini-formations qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une playlist justement pour ça qui s'appelle mini-formation photo. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Le premier cours portait sur l'exposition photo, le deuxième sur les modes et les réglages les plus importants à faire et à utiliser sur votre appareil photo. Le troisième portait sur les mouvements, la gestion des mouvements d'un enfant. Et le quatrième portait sur la composition et le cadrage. Et je voulais terminer cette mini-formation par la photo en intérieur parce que je sais que c'est aussi un sujet qui revient souvent. On rencontre pas mal de difficultés sur la photo d'intérieur pour tout un tas de raisons que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, voilà, petite intro faite, rentrons dans le vif du sujet. La principale difficulté rencontrée quand on est en intérieur, c'est le manque de lumière. Alors, bien évidemment, en extérieur, c'est beaucoup plus simple. On a énormément de lumière à disposition, donc on peut gérer un petit peu comme on veut. Quand on est en intérieur, souvent quand on est en soirée, quand on est en pleine journée, il y a une ou deux petites astuces qui peuvent permettre de récupérer de la lumière. Mais voilà, on est tributaire un petit peu de la lumière qui rentre à l'intérieur ou voire de la lumière artificielle par moment. Donc c'est un petit peu compliqué dans certaines situations de faible luminosité, ce qui fait que on est obligé de jouer avec des réglages un petit peu extrêmes en termes de sensibilité ISO, en termes de vitesse d'obturation, en termes d'ouverture, pour arriver à une exposition à peu près correcte de nos photos. C'est la limite, et là la limite va être aussi impactée par la qualité de votre appareil photo, malheureusement. Meilleure sera la qualité, plus il sera performant, plus vous aurez de possibilités dans la photo d'intérieur. Donc le but premier est de trouver de la lumière. Alors si c'est en journée, moi c'est ce que je fais par exemple pour photographier mes enfants, mais aussi quand je me déplace chez mes clients et qu'on fait des séances photo en intérieur. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais voilà, pendant toute la vidéo, pendant que je vais parler, je vous mettrai quelques photos que j'ai prises en intérieur, que ce soit chez mes clients ou avec mes enfants. Voilà, comme ça vous aurez une idée du rendu un petit peu qu'on peut avoir. Mais l'idée en priorité, c'est de récupérer un maximum de lumière. Et pour ça, vous avez, je le répète, je l'ai répété longuement dans la toute première vidéo qui concernait l'exposition photo, vous allez devoir jouer avec les 3 réglages du triangle d'exposition, c'est-à-dire l'ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO. Alors, bien évidemment, si vous êtes en pleine journée, vous allez pouvoir, moi si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est déjà de se rapprocher un maximum des zones lumineuses, c'est-à-dire se rapprocher un maximum des fenêtres. Je vais vous mettre aussi quelques exemples de photos où je les ai prises en me rapprochant, au maximum mes sujets d'un point de lumière, donc d'une source de lumière et de préférence une source de lumière naturelle, la lumière venant de la fenêtre. C'est sûr que si vous vous mettez à l'opposé de la seule fenêtre qu'il y a dans le salon, vous vous compliquez encore plus la vie. Donc l'idée dans un premier temps, c'est d'utiliser un maximum de lumière naturelle. Donc vous rapprocher déjà de la fenêtre va permettre d'en récupérer un maximum. En tout cas, le maximum que vous pouvez récupérer, bon ça c'est en pleine journée. Bien sûr, si c'est le soir, vous aurez que la lumière ambiante de disponible. Et malheureusement, pas trop de lumière naturelle. Donc dans un cas comme celui-ci, il va falloir jouer avec les 3 réglages et il va falloir souvent... moi, je fais le choix, principalement déjà, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir en maximum mon objectif. Donc là, encore une fois, ça dépend, et c'est ce que j'en reviens à la qualité de votre appareil photo et aux facultés que vous propose votre matériel photo. Tout va dépendre de jusqu'à combien votre objectif ou les objectifs que vous avez en possession ouvrent au maximum. Il y en a qui ouvrent à f1.8, c'est l'idéal, même encore plus. À f2.8, c'est déjà une bonne approche, une bonne valeur déjà pour bien commencer. Mais voilà, certains objectifs, si vous débutez un petit peu la photo, généralement on a des objectifs qui ouvrent à f3.5 au maximum. Et là, on commence à être un petit peu limite en termes d'ouverture. Donc,
De toute façon, ne vous posez pas de questions. Il faut ouvrir au maximum votre objectif. Votre ouverture du diaphragme, il faut qu'elle soit réglée sur l'ouverture maximum pour faire rentrer la plus grande quantité de lumière. Ensuite, une fois que vous faites ça, il va falloir jouer sur la vitesse et la sensibilité ISO. Alors, l'idéal, moi quand je suis en intérieur, c'est que je joue beaucoup avec le mode manuel. Pourquoi je joue beaucoup avec le mode manuel? Parce que, à la différence de l'extérieur où la lumière peut varier, c'est-à-dire que votre enfant ou l'enfant ou la famille que vous photographiez peut passer de l'ombre au soleil. Moi, ça m'arrive souvent quand je fais des shootings ou quand je prends mes enfants en photo, qu'on est en pleine balade. On passe à l'ombre d'un arbre et d'un coup, hop, l'enfant décide d'aller en plein soleil. En mode manuel, c'est toujours un petit peu compliqué. Quand on n'a pas l'habitude, il faut régler il faut refaire tout son réglage d'exposition. À l'intérieur, c'est moins le cas. À l'intérieur, vous maîtrisez un petit peu plus la lumière ambiante. Généralement, elle ne bouge pas beaucoup, donc voire quasiment jamais. Donc le mode manuel, l'avantage qu'il a, c'est que vous prenez 5 minutes pour régler votre appareil photo, c'est-à-dire pour trouver l'exposition qui vous convient. Ensuite, vous pouvez ne plus la toucher pendant 1 heure. Après, tout dépend si vous voulez des rendus différents, c'est-à-dire jouer avec la vitesse, jouer avec l'ouverture. Mais si vous n'avez pas besoin d'un rendu différent, vous pouvez vous concentrer sur les compositions, sur les cadrages. Vous aurez tout le temps la même exposition à partir du moment où vous ne touchez pas un des 3 réglages. Le mode manuel sert à ça, c'est que l'appareil photo, lui, va faire aucun réglage. Donc, vous êtes sûr que si vous avez pris le temps de régler dès le départ, vous aurez la même exposition tout le temps. Bien sûr, sauf si d'un coup, il n'y avait pas de soleil qui rentrait par la fenêtre. Si d'un coup, il y a un soleil, une lumière vive qui rentre due par le soleil, par exemple, qui était passé derrière un nuage et qui sort du nuage, là, vous allez avoir un changement de lumière dans la pièce. Mais dans la plupart des cas, le mode manuel est intéressant en intérieur parce qu'il permet de le régler une fois et de ne plus le toucher. Maintenant, l'idée, c'est même si vous utilisez un mode semi-automatique, genre priorité ouverture ou priorité vitesse, moi ce que je conseille en intérieur, c'est plutôt d'utiliser le mode priorité ouverture dans un premier temps. On bouge quand même beaucoup moins en intérieur. En règle générale, on va dire, pour les enfants, c'est un petit peu particulier, mais là, ça va dépendre un petit peu des conditions de prise de vue. Mais utilisez l'ouverture la plus grande possible et ensuite, il va falloir flirter suivant les conditions de lumière. Quand vous êtes le soir, il va falloir flirter avec une vitesse d'obturation peut-être un petit peu lente et une sensibilité ISO peut-être un peu élevée. Et là, j'en reviens à ce que j'ai dit dans le deuxième cours. C'est le tout dernier point du deuxième cours, le réglage de la sensibilité ISO maximum et de la vitesse d'obturation minimum. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, je vous invite à aller le voir en détail. C'est ce que j'ai dit, c'est 2 réglages que vous pouvez faire dans votre appareil photo si vous utilisez les modes de priorité, le mode de priorité ouverture. Vous allez pouvoir régler la sensibilité ISO maximum à laquelle votre appareil photo ne pourra pas aller au-delà et la vitesse minimum au-delà de laquelle l'appareil photo ne pourra pas descendre. Ce qui vous garantit de ne pas avoir une vitesse d'obturation trop lente qui fait que vous allez inclure un flou de bouger. Pour rappel, le flou de bouger, c'est tout simple. C'est plus le flou qui est impacté par le sujet que vous photographiez, mais c'est le flou qui est impacté par vos mouvements à vous. Donc, les petits tremblements qui sont imperceptibles comme ça à l'œil nu, mais qui sont enregistrés par votre appareil photo parce que la vitesse d'obturation est beaucoup trop lente. Là, il y a une règle à connaître que je répète encore. Généralement, pour éviter au maximum ce flou de bouger, l'important est de ne pas descendre en dessous de 1 sur la focale. Donc, si vous photographiez avec un 50 mm, il faudrait éviter de descendre en dessous de 1 cinquantième de seconde. Voilà, ça garantit pas à 100%, tout dépend si vous êtes sujet au tremblement ou pas, mais c'est une règle de base qu'il faut connaître. Si vous descendez en dessous, il va falloir bien se caler pour éviter les flous de bouger et il faut surtout que votre sujet ne bouge pas non plus parce que pour des vitesses trop lentes, le mouvement, vous aurez du mal à le figer. Moi, ce que je conseille de faire, et c'est l'approche que j'ai quand je fais des photos le soir, par exemple si vous êtes en soirée, un anniversaire ou même pour des photos de Noël, des photos d'un événement particulier qui se passe le soir, c'est de passer en mode manuel, de prendre la plus grande ouverture que vous pouvez et après de jouer avec la sensibilité ISO. Et là encore une fois, je reviens à ce que j'avais dit dans le deuxième cours, il faut connaître les limites de votre appareil photo en termes de gestion du bruit numérique pour que vous puissiez avoir
la sensibilité ISO maximum à laquelle vous pouvez aller pour pas trop dégrader votre image, pour pas qu'elle soit irrécupérable. Donc moi, ce que je fais, c'est que je préfère une photo bruitée, alors bien sûr dans la limite de l'acceptable, qu'une photo floue. Donc je préfère monter en sensibilité ISO plutôt que de descendre en vitesse d'obturation. Parce qu'une photo floue, je le répète à chaque fois, ça restera une photo floue. Vous aurez beaucoup de mal, voire ça sera quasiment impossible de récupérer une photo. Quand la photo est bruitée, vous pouvez, avec maintenant les logiciels tels Lightroom ou même DxO, qui est un cadre dans le domaine pour rattraper le bruit numérique, vous pouvez corriger ça. Dans la mesure du possible, bien entendu, mais vous pouvez rattraper le coup et vous pouvez même basculer votre photo en noir et blanc. Parce que le grain en noir et blanc est beaucoup moins prononcé et puis il passe mieux, ça donne un cachet différent à vos photos. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, c'est la possibilité. Donc je préfère, moi, en intérieur, quand vraiment je suis dans des conditions extrêmes, je préfère bruiter ma photo, donc monter dans les sensibilités, en sensibilité ISO, pour me laisser un peu de marge en vitesse d'obturation. Donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est ça, c'est grande ouverture, monter en sensibilité ISO, et si l'exposition est toujours pas bonne, eh ben descendre encore un petit peu la vitesse d'obturation. Et si vous devez descendre un peu trop la vitesse d'obturation, eh ben c'est de trouver déjà les bonnes positions pour prendre les photos. Donc les bonnes positions en intérieur, c'est pas de se mettre comme ça, prendre des positions farfelues qui font que vous allez avoir des flous de bouger. C'est de se caler. Alors là, avec le micro, ça va pas être pratique, mais c'est d'être vraiment dense dans vos positions. C'est de caler vos coudes contre votre poitrine et d'être vraiment le mieux calé possible. Pas avec les bras décollés qui font que si vous avez une photo à prendre à 1/60 de seconde, je peux vous assurer que les bras comme ça, vous aurez systématiquement un flou. Alors que comme ça, vous allez être mieux calé et beaucoup plus stable. Ensuite, je le rappelle, je l'avais dit aussi dans le deuxième cours, n'oubliez pas d'activer la stabilisation optique. Ça peut vous permettre, la stabilisation optique activée plus une bonne position bien stable, va vous permettre d'augmenter vos chances d'avoir une photo nette. Donc ça, c'est la première chose. Et si vous le pouvez, utilisez une table, alors pas forcément sortir le trépied, mais une table ou quelque chose où vous pouvez vous caler, ou caler vos coudes, appuyer vos coudes, ou même poser votre appareil photo pour prendre la photo. Ça peut être possible en intérieur, il y a plein de possibilités pour le faire. C'est un avantage, vous allez gagner encore en possibilités et en marge en termes de vitesse d'obturation. Donc voilà toutes les petites astuces que je peux vous donner en intérieur, mais la priorité, voilà, pour moi, c'est je préfère bruiter une photo plutôt que de la voir floue. Ensuite, toujours pareil, ce que j'ai déjà conseillé dans plusieurs vidéos et ce que moi de toute façon j'ai systématiquement activé sur mon appareil photo, c'est le mode rafale, parce que comme ce que j'avais dit lors du cours qui était dédié à la gestion du mouvement, en intérieur, le mode rafale peut être intéressant aussi parce que vous allez jouer avec des vitesses d'obturation qui sont un petit peu lentes par moment. Donc faire 3-4 photos en un quart de seconde peut vous permettre dans le lot d'avoir une photo nette. Donc n'oubliez pas d'activer le mode rafale. De toute façon, moi, je pense que vous l'avez compris, le mode rafale est systématiquement activé sur mon appareil photo. C'est moi qui gère si je veux faire qu'une photo ou si je veux passer en mode rafale. Avant, je faisais le switch entre les deux et je me suis aperçu très vite que c'était pour moi inutile. Le mode rafale est systématiquement activé et quand j'ai envie de prendre qu'une photo, j'appuie qu'une fois sur le bouton. Quand j'ai envie d'en prendre plusieurs, de faire une rafale, j'ai juste à rester appuyé. Comme le mode de toute façon est activé par défaut, j'ai plus à me prendre la tête avec ça. C'est moi qui gère si je veux faire qu'une photo ou une rafale de photos. Donc moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Moi, je m'en sers maintenant de plus en plus. Pour la photo d'enfant, ça me convient très bien. Et puis, je switch avec l'appui du bouton, ça m'évite d'aller dans les menus. Pour ça, je suis un paresseux. Moins je vais dans les menus de mon appareil photo, mieux je me porte. Donc voilà, c'est mon approche. Pour ça, je suis un paresseux. Les menus, c'est bien sympa. Mais à un moment donné, quand on navigue dans tous les menus, ça devient un peu gonflant. Donc moi, je me suis trouvé des petites astuces à gauche, à droite pour éviter de me balader constamment dans les menus parce que ça me saoule. Donc voilà, pour parler un petit peu crûment. Donc avec ça, qu'est-ce que je disais? Oui, le mode rafale, bien entendu. Et le dernier point, parce que c'est la question qui revient systématiquement, c'est est-ce qu'il faut utiliser un flash ou pas? Sachant que mon flash, j'ai souvent la question, mon flash fait pas des belles photos, ça fait des couleurs bizarres, enfin bon.
Une chose à savoir, c'est le flash déporté. D'ailleurs, moi sur mon appareil photo, j'en ai même pas parce que j'ai dû m'en servir au début et quand j'ai compris que ça faisait des photos pas terribles, je m'en suis plus servi du tout. Pour vous dire, je préfère même avoir, au moment où je prends la photo, avoir une photo un peu sous-exposée, mais que je pourrais rattraper en post-traitement, plutôt qu'une photo assez lumineuse mais prise au flash. Au flash déporté, j'entends. Le flash déporté, l'inconvénient, il a deux inconvénients. C'est que, alors ça va être un petit peu technique là, mais c'est une petite source de lumière. Voilà. Le flash déporté, il est petit comme ça, la source de lumière. Donc c'est une très petite source de lumière par rapport à votre sujet. Et quand vous avez une source de lumière qui est trop petite par rapport au sujet que vous photographiez, vous allez avoir ce qu'on appelle une lumière dure. Une lumière dure, c'est une lumière qui aplatit les reliefs, donc qui fait une photo plate, sans relief, sans profondeur, et qui en plus peut marquer des ombres, voilà. C'est pas très flatteur pour votre sujet à partir du moment où la lumière est très dure. C'est exactement pareil pour la lumière du soleil. Je fais une petite aparté. On a l'impression que le soleil et la lumière du soleil est importante et est une grande source de lumière. C'est faux. Le soleil est très éloigné de la Terre. Donc quand vous prenez une photo en plein soleil, vous pouvez considérer que, étant donné qu'elle est très très loin de nous, c'est une petite source de lumière par rapport au sujet que vous photographiez. C'est pour ça que quand vous prenez une photo en plein soleil, en plein après-midi, vous avez des ombres qui sont très marquées, voilà, des ombres qui sont très sombres, très marquées sur le visage, des ombres sous les yeux, sous le nez, parfois sous la bouche. Enfin voilà, vous avez des ombres déportées qui sont vraiment vraiment très marquées, et vous avez aussi un visage qui est un petit peu pâle ou qui est vraiment sans relief, où toutes les démarcations du visage ont été supprimées, et en plus vous y rajoutez, alors pour la lumière du soleil, il y a des problèmes de couleurs qui se rajoutent, voilà, des artefacts de couleurs qui peuvent apparaître un peu à gauche et à droite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une lumière dure. Une lumière douce, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que la source de lumière est plus grande que votre sujet. Donc vous aurez des ombres plus douces, des transitions entre ombre et lumière qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus douces. Voilà, ça fera un joli dégradé, donc il y a moins cet effet de marquage très franc. Donc ça vous permettra, voilà, de marquer de donner du relief à vos portraits, à vos photos. Donc je parle de portraits, mais c'est valable pour n'importe quel type de photo. Donc c'est ce qu'on appelle une lumière douce. C'est pour ça qu'en lumière on évite en tant que photographe d'utiliser la lumière du soleil en direct. C'est pour ça que moi je conseille par exemple en extérieur de mettre votre sujet dos au soleil, parce qu'il sera à l'ombre de lui-même, donc il ne sera pas éclairé directement par la lumière du soleil, il sera éclairé par la lumière du soleil qui va venir rebondir sur le sol. Donc plus le sol est clair, en plus, je ne sais pas si c'est un sol assez clair, blanc, gris, la lumière du soleil va venir rebondir sur le sol pour venir éclairer votre sujet. Donc ça, c'est une lumière déportée, ça devient une lumière douce. En intérieur, ce qu'on ne peut pas faire, alors si, il y a des petites astuces avec le flash déporté, c'est de mettre il y a un truc qui marche très très bien, c'est de mettre des sacs plastiques, à part des sacs plastiques transparents, mais vous savez, les sacs plastiques un petit peu blancs. Ça, c'est la manière artisanale, on va dire. Ils vendent aussi des petits supports qui se mettent aussi sur l'appareil photo, sur le flash intégré à votre appareil photo, qui permettent d'augmenter la source de lumière. Donc, c'est-à-dire de diffuser la lumière qui vient de votre flash intégré. Ça permet d'améliorer un petit peu les choses, mais c'est pas idéal pour la simple et bonne raison que votre flash intégré, il peut envoyer la lumière que dans un seul sens, c'est-à-dire de face. Et envoyer une lumière de face sur votre sujet, c'est jamais la meilleure chose. Je suis sûr que vous avez déjà vu soit un photographe de mariage ou même un photographe studio, si vous regardez des vidéos sur internet ou vous avez déjà assisté à ce type de séance photo. Ils utilisent des pieds à lumière et ils sont jamais, rarement en tout cas, mis de plein face. S'ils sont de face, ils sont légèrement au-dessus, légèrement en dessous, mais généralement ils sont sur le côté à 45 degrés, voire même complètement de côté à 90 degrés, voire même de derrière pour donner des rendus différents, mais rarement de plein face et au même niveau que votre sujet. Parce que le flash intégré, le problème, c'est que
vous allez vous mettre là, vous allez photographier, donc le flash est à la même hauteur que votre sujet, donc ça va lui arriver de plein fouet en plein visage. C'est ce qui fait que ça aplatit tous les reliefs et ça donne vraiment des images assez ternes. Et en plus, le flash intégré est très peu puissant, ce qui veut dire que quand vous prenez une photo avec le flash intégré, vous avez le premier plan, donc très rapidement c'est lumineux et très rapidement derrière c'est tout noir. Donc ça donne vraiment des rendus qui sont vraiment pas terribles. Donc moi je vous déconseille le flash intégré. Je préfère encore une fois bruiter ma photo, sous-exposer au moment de la prise de vue et rattraper l'exposition sur mon PC. Je préfère ça plutôt qu'une photo au flash qui est irrécupérable derrière. C'est très compliqué en post-traitement de récupérer une photo prise avec le flash intégré. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument bannir la photo au flash en intérieur, notamment quand c'est le soir. Il y a un flash qui peut vous permettre de résoudre pas mal de situations, c'est celui-ci. Alors je vais poser mon appareil photo, c'est le flash Cobra. Alors je vais enlever ça aussi. Alors ça c'est ce qu'on appelle un Garifong, pardon. C'est un diffuseur de lumière pour les flash Cobra qui vient se fixer directement dessus. Il faudrait que je vous fasse une vidéo de présentation de ça. C'est du caoutchouc tout simple. C'est pas donné quand même parce que là c'est la marque officielle, c'est l'inventeur de cet outil-là. Mais voilà, vous avez des trucs chinois, voilà, des copies, mais c'est moins efficace et je trouve que là c'est bien parce que c'est voilà, ça se plie, c'est caoutchouc, ça se plie très bien, ça se range très bien dans un sac. Mais voilà, ça c'est un diffuseur pour ce type de flash. Mais pour revenir au type de flash que vous pouvez utiliser, c'est ce flash-là, le flash Cobra. Il a donc, vous pouvez voir qu'au premier coup d'œil, comme ça, si on l'utilise tel quel, et si je le monte tel quel sur mon appareil photo, hop, je vous le mets comme ça. Si je le mets comme ça, vous voyez bien que la source de lumière n'est pas non plus très grande. Donc, si vous faites ça, vous allez et que vous restez dans cette position-là et que vous éclairez de la même façon qu'avec le flash intégré, vous allez avoir un petit peu à peu près le même rendu. Il sera un petit peu meilleur parce que la source est un peu plus grande et le flash est plus puissant. Donc, vous allez éclairer un petit peu plus l'arrière-plan. Mais globalement, vous allez avoir le même rendu parce que la source de lumière est petite et qu'elle est envoyée en frontal sur votre sujet. L'avantage du flash Cobra, je viens de le dire, c'est qu'il est plus puissant. Donc, vous pouvez l'utiliser dans tout un tas de situations, notamment pour déporter la source de lumière. C'est-à-dire que la source de lumière ne sera plus le flash, mais sera le mur sur lequel vous allez faire refléter la lumière. Donc, l'avantage des flash Cobra, c'est voilà, vous voyez, vous pouvez orienter. Alors moi le mien il tourne à 360 degrés, c'est pas le cas de tous, il y en a qui tournent que à 180 degrés, mais voilà, peu importe, à la limite 180 degrés c'est largement suffisant, voilà, sauf si vous avez le mur derrière, sinon c'est pas forcément obligatoire de pouvoir projeter la lumière en arrière-plan. Mais l'avantage du flash Cobra, c'est que vous pouvez orienter la lumière. Donc par exemple, si j'ai un sujet à prendre en face de moi, j'oriente la lumière sur le mur qui est sur la gauche, ce qui veut dire que la source de lumière ne va plus être le flash, mais tout le mur sur lequel va se réfléchir la lumière. Ce qui veut dire que votre sujet va être éclairé par l'intégralité du mur, non plus par cette petite source de lumière. Donc vous comprenez bien que le mur est plus grand que votre sujet, donc vous allez avoir une lumière douce et en plus une lumière qui vient du côté. C'est pareil si vous pouvez le faire rebondir aussi au plafond. C'est la même chose. Donc ça peut être intéressant. Vous avez aussi une petite languette ici qui permet voilà, de faire rebondir un petit peu la lumière et d'en projeter certaines. Ça peut être utilisé aussi en pleine journée pour déboucher les ombres. Quand vous voyez des photographes utiliser ce type de flash en plein soleil, c'est pas qu'ils sont devenus fous. Moi, c'est ce que je pensais avant de commencer la photo. J'ai dit, mais le mec, il a plein de lumière, il est en soleil, pourquoi il utilise un flash? Il n'est pas plus bête qu'un autre, et s'il le fait, c'est qu'il y a bien une raison, et effectivement, il y a une raison, ça permet de déboucher les ombres quand on n'a pas le choix, et souvent, quand on est dans la photo de mariage, par exemple, c'est pas toujours évident de trouver un coin sans soleil, parce qu'on fait les photos à des heures où en fonction de l'organisation du mariage, on ne peut pas trop faire autrement. Donc ça permet de déboucher les ombres et d'avoir des ombres beaucoup moins marquées sur le visage. Donc, et petite subtilité, en tout cas, petit avertissement, quand on joue avec ce type de flash et qu'on fait rebondir la lumière sur les murs ou sur les plafonds, c'est qu'il faut bien faire attention à la couleur du support sur lequel on fait rebondir la lumière.
parce qu'il faut savoir que la lumière prend la couleur de ce sur quoi vous la faites rebondir. Donc, si vous avez un mur bleu, comme j'ai sur ma gauche, que je souhaite photographier une personne qui est en face de moi, si je fais rebondir comme c'est là, la lumière sur ce mur bleu, la lumière va venir se teinter en bleu avant de venir éclairer mon sujet. Donc, vous aurez une teinte bleue sur votre sujet. Pour ça, pour compenser cette teinte qu'il peut y avoir suivant la couleur des murs, vous avez ce qu'on appelle des gélatines qui se mettent devant le flash pour venir compenser cette couleur et pour venir l'annuler au moment où la lumière viendra éclairer et viendra éclairer votre sujet. C'est des gélatines qui peuvent aussi être utilisées pour justement donner un effet, donner un rendu à vos photos. Certains photographes l'utilisent pour colorer une photo d'une certaine teinte. Voilà, il y a des gélatines de tout un tas de couleurs différentes et vous pouvez le rajouter si vous faites de la photo au flash. Donc voilà un petit peu les subtilités de la photo au flash. Moi, c'est ce que je préconise, c'est que si vous avez un flash Cobra, vous pouvez l'utiliser en intérieur, mais jamais en direct, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lumière serait beaucoup trop dure et vous aurez quasiment le même rendu à peu de choses près qu'un flash intégré. À la différence, c'est que celui-là est un peu plus puissant. Mais préférez, si vous avez un flash Cobra, vous avez la possibilité, c'est la lumière indirecte. Vous faites rebondir à gauche, à droite, sur le plafond, sur les murs, où vous voulez votre lumière. C'est pour ça que certains utilisent aussi des réflecteurs. Voilà. Si vous avez un réflecteur, bon là ça commence à être un petit peu du matériel photo, il suffit de le placer sur un côté. Là pour le coup le réflecteur peut être neutre ou doré si vous voulez apporter une couleur chaude à votre photo, mais il suffit de faire rebondir la lumière sur ce réflecteur pour qu'elle vienne exposer et éclairer correctement votre sujet. Et ça fait une lumière, comme je l'ai dit, qui vient du côté, donc c'est toujours plus agréable. Donc voilà, j'ai fait le tour de la photo en intérieur. Ça clôture, donc voilà, pour rappel avant de terminer, voilà, moi ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est le choix que je fais moi, c'est de monter en sensibilité ISO, de bruiter volontairement mon image, dans la limite de l'acceptable bien entendu, mais c'est volontairement de bruiter mon image plutôt que de choisir une vitesse trop lente. Je préfère une photo bruitée que je pourrais récupérer, quitte à la sous-exposer un petit peu parce que je sais que je pourrais la rattraper en post-traitement, qu'une photo que je risquerais d'avoir floue. Une photo floue, elle est irrécupérable. Une photo qui est un petit peu bruitée ou un petit peu sous-exposée parce que vous n'avez pas voulu trop descendre en vitesse d'obturation, vous allez pouvoir la récupérer. C'est pour ça que moi, j'ouvre en grand pour terminer, j'ouvre en grand mon ouverture, je joue avec ma sensibilité ISO et j'ajuste avec la vitesse d'obturation. Et si je ne peux pas arriver à une exposition correcte, je sous-expose légèrement parce que je sais que je pourrais le rattraper en post-traitement. Et comme ça, je ne descends pas trop en vitesse d'obturation parce que moi, j'évite absolument d'avoir des photos floues parce que c'est des photos absolument ratées qu'on ne peut pas garder. Sauf si vous cherchez un rendu bien particulier. Encore une fois, il y a toujours des cas particuliers. Mais là, on n'est pas dans un cas comme celui-là. Donc, voilà pour résumer tout ce que j'ai dit dans ce dernier cours. Et ça clôture voilà, mon programme de mini-formation. J'ai été super content de le faire. Voilà, j'étais assez excité quand je vous ai annoncé le programme. Ça a un petit peu descendu avec le premier live qui s'est très mal passé, voilà, pour les raisons que vous connaissez. Mais voilà, avec ce système de vidéo enregistrée, je pense que vous avez au moins pu avoir les cours dans une bien meilleure qualité. Et comme d'habitude, si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous avez la zone commentaire. J'y réponds le plus rapidement possible et avec le plus de détails possible et le plus d'informations pour répondre à vos interrogations, parce que le but c'est pas de vous délivrer la vidéo et que vous vous débrouillez derrière. Si vous avez une interrogation ou une question ou une incompréhension, n'hésitez pas à revenir vers moi, j'y répondrai avec plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi à la newsletter de mon blog si vous êtes... Voilà, je prévois plein d'autres surprises dans les semaines et les mois qui viennent, donc si vous voulez être alerté et surtout ne rien rater, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description de la vidéo, à me rejoindre sur mon compte Instagram aussi que je fais vivre et c'est là où vraiment je partage notamment les coulisses des shootings que je fais et que je partage un petit peu plein de petites choses. C'est une plateforme que j'adore utiliser, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà,
c'est toujours sympa que les gens me suivent sur ce réseau-là parce que c'est un réseau que j'aime particulièrement utiliser. Ça clôture les mini-formations. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain article ou une prochaine annonce. Éclatez-vous en photo. J'espère que ces 5 mini-formations vous auront donné toutes les clés pour faire de magnifiques photos d'enfants et de photos de famille. Et moi je vous dis à très vite. Allez, bye bye. Et bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne, cocher la petite cloche. Alors oui, je sais, je le répète systématiquement, comme beaucoup de youtubeurs, mais sache que avec tous ces algorithmes YouTube, ça aide vraiment la chaîne. Et puis toi, ça te permet de te repérer. Alors à bientôt, ciao.